Avec 37 millions d'euros en secret, mes enfants me traitaient comme un mendiant. Jusqu'à ce que je parle. J'avais 37 millions d'euros sur mon compte, mais je gardais le secret. Mes enfants me traitaient comme un mendiant pendant qu'ils gâtaient mon ancien rival, leur beau-père. Ils se moquaient de ma vie humble, ignorant ma véritable force. Et puis, lors de leur audience de faillite, j'ai révélé la vérité sur le véritable propriétaire de leur maison. Ce moment a choqué tout le monde et les conséquences ont été inévitables. Avant de continuer, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous écoutez dans les commentaires. Mon Dieu, quel tas de ferraille, s'exclama Valéria avec mépris en descendant de sa luxueuse berline, regardant ma vieille voiture d'occasion avec le même dégoût qu'elle réserverait à un animal écrasé sur la route. La lumière du crépuscule illuminait les rayures récentes sur la portière passager, cicatrice de guerre du parc de voitures d'occasion où je l'avais acheté le matin même. Julien sortit du côté conducteur en secouant la tête. « Tu es un mendiant, papa. Notre beau-père vient de s'acheter une nouvelle BMW argentée, siège en cuir, tout le luxe. Et toi, tu es là à célébrer ça. » Je forçai un sourire, m'essuyant les mains sur le torchon que je tenais. « Entrez, les enfants. Le dîner est prêt. J'ai préparé votre plat préféré. Pain de viande avec purée de pommes de terre. » Pain de viande, la voix de Valéria dégoulinait de moquerie. Quand as-tu mangé un repas décent pour la dernière fois? Gustavo nous a emmenés dans ce nouveau restaurant de viande en ville la semaine dernière. Des steaks à 100 €. Du vin importé. Ils me suivirent dans la petite cuisine où j'avais mis la table avec ma plus belle vaisselle, celle que leur mère avait laissée après le divorce. La lumière du plafonnier projetait des ombres dures sur le sol usé, faisant paraître tout plus petit, plus délabré. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, dis-je en désignant les chaises. Je pensais qu'on pourrait célébrer ça ensemble. » Julien se laissa tomber sur sa chaise comme s'il me faisait une faveur. « Célébrer quoi exactement? Cette guimbarde dehors? Papa, c'est embarrassant. Mes amis me voient descendre de ce truc. » « Tes amis n'ont pas d'importance, répondis-je en servant le pain de viande. Ce qui compte, c'est que c'est un moyen de transport fiable. Valéria éclata de rire, un son aigu et tranchant. Fiable? On dirait qu'elle tient avec des prières et du ruban adhésif. Gustavo prévoit de m'acheter une nouvelle Mercedes pour mon anniversaire. Une Mercedes, papa, pas une offre de la casse. La fourchette trembla légèrement dans ma main. Je la posai, les observant picorer leur nourriture avec l'enthousiasme de prisonniers dans le couloir de la mort. Tu sais, continua Julien, c'est difficile d'expliquer aux gens pourquoi notre père vit comme ça. Quand notre beau-père. Ton beau-père n'est pas ton père, l'interrompis-je, ma voix plus tranchante que je ne l'avais prévu. Non, mais il agit comme tel, répliqua Valéria. Il pourvoit à nos besoins. Il se soucie de notre image, de notre avenir. Regarde cet endroit, papa. Quand as-tu acheté des meubles neufs ou réparé ce robinet qui goûte pour la dernière fois? Je regardais autour de la cuisine, les placards légèrement affaissés, les chaises dépareillées. Le vieux réfrigérateur qui bourdonnait dans le coin. Tout était propre, fonctionnel, mais certainement usé. Pendant le divorce, j'avais déménagé dans cette maison de location pendant qu'ils restaient dans notre maison familiale avec leur mère et Gustavo. Je vis selon mes moyens, dis-je avec précaution. Il y a de la valeur là-dedans. De la valeur? Julien s'étouffa presque avec ses pommes de terre. Papa, tu travailles à la quincaillerie. Tu conduis une voiture plus vieille que mon diplôme universitaire. Quel genre d'exemple est-ce? Les mots frappèrent comme des coups physiques. J'avais passé 30 ans dans cette quincaillerie. Gravissant les échelons de magasinier à sous-directeur. Je leur avais payé l'université à tous les deux. Je n'avais jamais manqué un anniversaire ou une remise de diplôme. Quand leur mère m'a quitté pour Gustavo, un entrepreneur prospère avec de l'argent et de l'ostentation, ils ont choisi leur camp sans hésiter. J'ai toujours pourvu à vos besoins, dis-je à voix basse. Frais de scolarité, paiement de voiture, cet été en Europe pour Valéria. C'était il y a des années, papa, Valéria agita la main avec dédain. Gustavo nous soutient depuis que maman l'a épousé. Il a acheté cet appartement à Julien. Il a aidé pour mon mariage. Un mariage auquel tu ne m'as pas invité, murmurai-je. Parce que tu serais arrivé avec un costume de friperie, probablement. En conduisant cette monstruosité, Julien désigna la fenêtre. Nous ne pouvions pas supporter cette honte.
quelque chose s'est brisé en moi. La patience que j'avais cultivée pendant des années face à leur dédain, leur cruauté, leur mépris total pour tout ce que j'avais sacrifié pour eux, s'est fissurée comme la glace au printemps. Je me levai brusquement, ma chaise raclant contre le sol. Dégagez. Ils me fixèrent, leur fourchette à mi-chemin de leur bouche. J'ai dit, dégagez d'ici, maintenant. Papa, commença Valéria. Non, ma voix portait une finalité qui me surprit même. Partez, prenez vos opinions sur ma voiture, ma maison, ma vie, et dégagez. Julien se leva lentement, le visage rouge de colère et de surprise. Bien, mais ne viens pas pleurer chez nous quand tu auras besoin d'aide. Je ne le ferai pas, dis-je en les suivant jusqu'à la porte. Croyez-moi. Ils prirent leurs affaires dans un silence stupéfait. Valéria s'arrêta sur le seuil, son expression un mélange d'étonnement et d'orgueil blessé. Tu fais une erreur, papa. Nous sommes la seule famille qu'il te reste. Je les regardai monter dans leur voiture coûteuse. Le moteur s'anima avec l'efficacité silencieuse de l'ingénierie allemande. Les feux arrière disparurent au coin de la rue, me laissant seul avec l'écho de leurs paroles et le poids de 30 ans de ressentiment accumulé. Le bruit du moteur s'estompa au loin, me laissant avec un silence plus lourd que leurs mots. Je restai à la fenêtre, regardant la rue vide où se trouvait leur voiture, mes mains tremblant encore de rage. Mendiant, murmurai-je à la pièce vide. Ils m'ont appelé mendiant. Je me déplaçai dans la cuisine, mécaniquement, retirant les assiettes à peine touchées. Le pain de viande refroidissait dans le plat, des heures de préparation gaspillées pour des enfants qui me voyaient comme rien de plus qu'une honte à gérer. Après qu'ils se furent éloignés dans la nuit, je fermai la porte à clé et m'enfonçai dans ma chaise. La maison semblait différente maintenant, chargée de l'électricité des ponts brûlés. Je sortis mon ordinateur portable et naviguai vers le site web familier, saisissant les mots de passe que j'avais mémorisés il y a des années. L'écran se chargea lentement, puis afficha des chiffres qui auraient laissé mes enfants sans voix. 37 891 324 €. Plus de 37 millions d'euros, construits action par action, investissement par investissement. Plus de 40 ans de planification minutieuse. Cela avait commencé avec mon premier chèque de paie des mines de cuivre quand j'avais 22 ans. Au lieu de le dépenser en bière et en divertissement comme mes collègues, j'avais acheté 5 actions d'une grande entreprise technologique, puis 10 d'une célèbre compagnie de soda, puis plus, toujours plus, réinvestissant les dividendes et ajoutant tout ce que je pouvais économiser. Je me souvenais vivement de ces premières années, travaillant en double poste à la mine, rentrant à la maison couvert de poussière et d'épuisement, pour passer des heures à rechercher des entreprises, à lire des rapports financiers à la lueur d'une lampe. Ma première femme pensait que j'étais obsédé, mais je savais que je construisais quelque chose d'important, quelque chose qui compterait. Quand l'industrie minière s'est effondrée dans notre région, je m'étais déjà diversifié. Tandis que mes voisins perdaient leur emploi et leur avenir, je fis une transition tranquille vers la quincaillerie et continuai d'investir, dans des actions technologiques à 5 €, à 10 €, à 18 €. Des entreprises qui semblaient risquées à l'époque, mais qui me paraissaient inévitables. Le secret avait été mon fardeau et mon épreuve. Je voulais voir qui m'aimait vraiment, qui serait à mes côtés quand il semblerait que je n'avais rien. Leur mère avait échoué à ce test de façon spectaculaire, me quittant pour le succès tapa accent grave l'œil de Gustavo. Maintenant, mes enfants l'avaient aussi échoué, me traitant de mendiant alors qu'ils étaient assis sur une fortune qui éclipsait la modeste entreprise de construction de leur beau-père. J'avais prévu de tout leur laisser, chaque action, chaque dividende, chaque euro soigneusement cultivé. Mais assis dans ma cuisine, me remémorant le dégoût dans leur voix, je sentis quelque chose changer en moi. Ils ne méritaient pas un héritage, ils méritaient une leçon. J'ouvris une autre fenêtre de navigateur et commençai à rechercher les registres de propriété de la ville. Il ne me fallut pas longtemps pour trouver ce que je cherchais, l'immeuble d'appartement de Julien, où il payait 470 € de loyer par mois. Le duplex de Valéria, où elle et son mari vivaient pour 1100 € par mois. Les deux propriétés appartenaient à une petite société immobilière qui luttait depuis la crise sanitaire. Je souris pour la première fois de la soirée. Demain, je passerai quelques appels. Cette société était sur le point de recevoir une offre qu'elle ne pourrait pas refuser. Vous voulez voir un mendiant, murmurai-je à la pièce vide. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble la vraie pauvreté. Je fermai l'ordinateur portable et allai me coucher, mon esprit déjà en train de travailler sur les détails. Ils m'avaient humilié pour la dernière fois. C'était maintenant à mon tour de leur enseigner les conséquences.
allongé dans mon lit, je repassais les décennies de décisions prudentes qui avaient bâti ma fortune, cachée de tous, y compris de la famille qui m'avait depuis longtemps rejeté comme inutile. L'ironie ne m'échappait pas. Pendant qu'ils me comparaient au modeste succès de leur beau-père, j'avais silencieusement accumulé une richesse qui dépassait leurs rêves les plus fous. Demain apporterait de nouvelles possibilités. Cette nuit-là, je m'endormis en planifiant la première vraie leçon d'humilité pour mes enfants. La lumière du soleil se filtra à travers les rideaux, me tirant d'un sommeil agité rempli des échos des insultes de la nuit dernière. J'avais tourné en rond pendant des heures, leur voix se rejouant dans ma tête comme un disque rayé. Mendiant, honte, tas de ferraille. La colère s'était cristallisée en quelque chose de plus dur pendant les heures sombres, la détermination. Je me traînais jusqu'à la cuisine et allumai mon vieil ordinateur de bureau, le ventilateur s'animant avec des plaintes familières. Pendant qu'il chargeait, je préparais du café dans la même tasse ébréchée que j'utilisais depuis 20 ans. La lumière du matin qui entrait par ma petite fenêtre illuminait les grains de poussière dansant dans l'air, mais mon attention était entièrement portée sur l'écran. Mon compte de courtage s'ouvrit avec ses habituels invites de sécurité. Je naviguais vers mes possessions, parcourant des décennies de sélection minutieuse. Il y avait des actions achetées à 2 €, valant maintenant plus de 380 €. D'autres achetées à 14 €, se négociant actuellement à 170 €. Je sélectionnais plusieurs positions, assez pour générer l'argent dont j'aurais besoin pour la phase suivante. L'écran de confirmation apparut. Êtes-vous sûr de vouloir vendre 50 000 actions? Je cliquai sur confirmer sans hésitation. Pendant que la roue de traitement tournait, je bus mon café et laissai mon esprit retourner au divorce. Patricia avait été si sûre de son choix, si certaine que l'entreprise de construction de Gustavo représentait la sécurité, tandis que je n'étais qu'un rêveur jouant avec des centimes en bourse. Elle avait ri quand j'avais insisté pour garder mon petit passe-temps séparé de nos actifs communs. Toi et tes actions, avait-elle dit lors d'une de nos dernières disputes. Quand vas-tu grandir et investir dans quelque chose de réel? Quelque chose de réel. Je faillis rire maintenant en voyant la confirmation numérique apparaître sur mon écran. La vente avait généré 185 000 € en liquide instantanément et bien plus en route, plus que ce que Gustavo gagnerait en 10 vies. La sonnette retentit brusquement, interrompant mes pensées. Je regardai l'horloge. 8h30 du matin. Qui viendrait si tôt? J'ouvris la porte pour trouver Patricia sur mon porche, le visage rouge de colère, son sac à main coûteux agrippé comme une arme. Comment as-tu pu traiter ton propre sang ainsi, exigea-t-elle, me bousculant pour entrer dans la maison. Julien m'a appelé hier soir en pleurant comme un enfant. Tu as mis tes propres enfants à la porte? Je fermai lentement la porte, gardant mon sang-froid. Ce sont des adultes maintenant, Patricia. 30 et 27 ans. Ils doivent apprendre le respect. Le respect? Elle se retourna, sa voix s'élevant. Tu les as humiliés. Ils essayaient juste de te faire entendre raison à propos de cet achat de voiture ridicule. Me faire entendre raison? En me traitant de mendiant, en me comparant à ton mari comme si j'étais une sorte de raté? Tu es un raté. Les mots explosèrent d'elle. Regarde cet endroit, Antonio. Regarde ta vie. Tu as 62 ans, tu vis en location, tu conduis une voiture qui appartient à la casse. Nos enfants ont honte de toi. Les actions ont des conséquences, répondis-je calmement. Ils ont choisi d'être cruels. J'ai choisi de ne pas le tolérer. Elle me dévisagea, peut-être surprise par ma réponse calme. Tu as changé. Tu étais raisonnable, compréhensif. Maintenant, tu es juste froid. Je ne suis pas froid, Patricia. J'ai fini d'être un paillasson. N'ose pas me blâmer pour ça, cracha-t-elle. J'ai essayé de faire fonctionner notre mariage, mais tu étais toujours enfoui dans ces magazines financiers ridicules à parler d'entreprises dont personne n'avait jamais entendu parler. Gustavo comprend ce que signifie subvenir aux besoins d'une famille. Gustavo, répétai-je doucement. L'homme avec qui tu as eu une liaison pendant que je travaillais en double poste pour payer l'université de Julien. Son visage devint blanc. C'est de l'histoire ancienne. Vraiment? Parce qu'il semble que vous viviez tous encore dans ce même fantasme où je suis le méchant et vous les victimes. Elle resta là un moment, sans voix, sa colère se dégonflant en quelque chose qui ressemblait presque à de l'incertitude. Puis elle se redressa, ramassa son sac et se dirigea vers la porte. Ce n'est pas fini, Antonio. Tu as blessé tes enfants pour la dernière fois.
je la regardais monter dans sa voiture de luxe, l'argent de Gustavo, sans aucun doute, et s'éloigner sur la route sinueuse de la colline. Alors que ses feux arrière disparaissaient dans le virage, je ne pus m'empêcher de penser à l'absurdité de tout cela. Mon fils de 30 ans et ma fille de 27 ans avaient couru vers leur mère comme des enfants à qui on a refusé le dessert. Je fermai la porte et retournai à mon ordinateur. Les fonds de la vente d'actions seraient disponibles dans 3 jours ouvrables. Bientôt, je leur montrerai à tous à quoi ressemblait le vrai pouvoir. Ces quelques jours suivants se sont estompés dans une routine vigilante, chaque matin commençant par un coup d'œil à ma boîte de réception jusqu'à ce que l'alerte arrive enfin. Virement effectué. 185 000 € disponibles sur votre compte courant. Je fixai la notification un long moment, sentant le poids de 40 ans de patience et de planification, condensé en ces simples mots. L'argent qui changerait tout était tranquillement sur mon compte, attendant mon ordre. Je pris mes clés et me rendis en ville, au petit bureau immobilier coincé entre un café et un prêteur sur gage. La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux roux vifs, leva les yeux de son ordinateur. Je suis intéressé par l'achat d'un immeuble d'appartement, dis-je. Celui de la rue Granito, unité 1 à 8. Elle cligna des yeux. C'est un investissement important. Travaillez-vous avec un agent spécifique? Je travaillerai avec quiconque peut conclure l'affaire rapidement. 20 minutes plus tard, j'étais assis en face de Madame Martinez, une agente immobilière d'âge moyen aux yeux fatigués et avec une pile de dossiers de propriété. Elle fit glisser un dossier sur le bureau. La société immobilière propriétaire a des difficultés depuis la pandémie, expliqua-t-elle. Ils sont motivés pour vendre, mais ils demandent 2 600 000 € pour le bâtiment. Je le prends à ce prix. Sans poser de questions. Ses sourcils se haussèrent. Vous ne voulez pas voir les rapports d'inspection, l'historique des loyers, les registres d'entretien. Je connais bien la propriété. Je sortis mon chéquier. À quelle vitesse pouvons-nous conclure? Les 2 heures suivantes passèrent dans un flou de paperasse et d'appels téléphoniques. Je signai les documents d'une main ferme, mon esprit dérivant parfois vers les fois où j'avais aidé Julien avec son loyer quand il était entre 2 emplois. 2 800 € par-ci, 1 800 € par-là, toujours avec la promesse qu'il me rembourserait. Il ne l'a jamais fait. Madame Martinez semblait presque abasourdie par la vitesse de la transaction. Je n'ai jamais vu un achat au comptant se faire aussi rapidement, murmura-t-elle en me regardant signer les derniers papiers. Je ne crois pas à la perte de temps, répondis-je. Cet après-midi-là, je me rendis au palais de justice pour enregistrer officiellement l'acte de propriété. L'employé, un homme âgé avec des lunettes épaisses, tamponna les documents avec une efficacité exercée. Félicitations, monsieur Fernandez. Vous êtes maintenant l'heureux propriétaire du 847 rue Granito. De là, je me dirigeai vers le bureau d'un autre agent immobilier de l'autre côté de la ville. Le duplex de Valeria était listé avec une autre société, mais le processus fut remarquablement similaire. La propriétaire, une veuve, avait hérité de la propriété de son mari et était impatiente de vendre. Ça n'a été que des maux de tête, avoua-t-elle au téléphone. Les locataires actuels sont assez corrects, mais les coûts d'entretien me tuent. J'ai acheté le duplex pour 420 000 €. Argent comptant. À 17 heures, j'étais propriétaire des maisons de mes 2 enfants. En rentrant à ma modeste location par les rues sinueuses, je réfléchissais à la façon dont ces bâtiments deviendraient bientôt des outils entre mes mains, transformant des années d'investissement silencieux en un bouclier contre leur dédain. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le flanc de la montagne, et je ressentis quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, un contrôle total. À la maison, j'étalai les actes de propriété sur ma table de cuisine comme un général examinant des plans de bataille. Appartement de Julien acquis. Duplex de Valeria acquis. La première phase de mon programme éducatif était terminée. Je pris mon téléphone et cherchai les coordonnées de la société de gestion immobilière. Demain, je les informerai que les loyers augmenteraient considérablement. Après tout, nouvelle propriété signifiait nouvelles règles. Mon doigt s'arrêta sur le bouton d'appel alors que je considérais les conversations qui suivraient. Bientôt, mes enfants apprendraient que leur père mendiant était devenu leur propriétaire. Avec les actes de propriété encore chauds de l'imprimante, je ne perdis pas de temps à ouvrir mon email anonyme pour mettre les choses en branle. La réflexion calme de la nuit avait solidifié mon intention, transformant la colère d'hier en l'action calculée d'aujourd'hui. J'ouvris un nouveau message pour Madame Martinez, mon doigt ferme sur le clavier.
En tant que nouveau propriétaire du 847 rue Granito, je mets en œuvre des augmentations de loyer immédiates. L'unité 4 passera de 470 € à 1500 € par mois. Effectif le mois prochain. Veuillez en informer le locataire immédiatement. Je fis une pause, me souvenant du 25e anniversaire de Julien, lorsque j'avais discrètement remboursé sa dette de carte de crédit. 2800 € qu'il avait accumulé dans les restaurants et les vêtements. Il m'avait remercié d'un signe de tête distrait, planifiant déjà son prochain achat. Le deuxième email fut tout aussi bref. Pour la propriété en duplex, le loyer de l'unité B passe de 1100 € à 3500 € par mois. Même délai. Gérez cela discrètement. J'appuyais sur envoyer pour les deux messages, puis je me reculais dans ma chaise. L'email envoyé. Mon téléphone sonna dans les 2 heures. La voix de Madame Martinez portait une note d'inquiétude que je n'avais pas entendue auparavant. Monsieur Fernandez, j'ai remis les avis comme vous l'avez demandé, mais je dois vous dire que les réactions ont été intenses. Continuez, dis-je en posant ma tasse de café. Le jeune homme de l'unité 4, Julien, a complètement perdu son sang-froid. Il a commencé à crier au vol. Il a claqué la porte si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser. Il menace de déménager immédiatement. Je fis un son évasif, dissimulant ma satisfaction. Et la jeune femme du duplex, continua Madame Martinez, elle a fondu en larmes. Elle n'arrêtait pas de dire, comment pouvons-nous payer ça maintenant? Encore et encore, elle m'a supplié de contacter le propriétaire. Elle a dit qu'elle ferait n'importe quoi pour négocier. N'importe quoi pour négocier. Je me souvins de l'enterrement de vie de jeune fille de Valéria, quand je lui avais glissé une enveloppe contenant 1800 € pour sa lune de miel. Elle l'avait fourré dans son sac sans l'ouvrir, trop occupée à montrer ses cadeaux de liste de mariage aux amis riches de Gustavo. Ce sont des ajustements de marché équitables, dis-je à Madame Martinez. S'ils ne peuvent pas payer les nouveaux tarifs, ils sont libres de chercher un logement ailleurs. Mais, Monsieur Fernandez, tripler le loyer du jour au lendemain va causer de réelles difficultés. Ces jeunes semblent vraiment désespérés. Ce sont des adultes. Ils s'en sortiront. Après avoir raccroché, je me dirigeai vers la fenêtre de ma cuisine et regardai vers les montagnes. Un voisin promenait son chien et j'entendis des bribes de sa conversation avec un autre résident sur le nouveau propriétaire sévère qui expulsait de bons locataires. S'ils savaient seulement que ce propriétaire sévère était l'homme tranquille qu'ils avaient vu entretenir son jardin pendant des années. J'ouvris mon ordinateur portable et passai 1 heure à rechercher les droits des locataires, m'assurant que mes actions étaient entièrement légales. Les augmentations de loyer étaient agressives, mais permises avec un préavis adéquat. Julien et Valéria auraient 30 jours pour décider de leur prochain mouvement. Ce soir-là, je m'assis à ma table de cuisine avec un petit carnet, notant leurs réponses possibles. Pourraient-ils faire appel à leur mère et à leur beau-père pour de l'aide? Pourraient-ils essayer de négocier directement avec le mystérieux propriétaire? Ou pourraient-ils revenir en rampant vers leur père mendiant, enfin prêts à montrer un peu de respect? Je souris en pensant à l'ironie. Ils avaient passé des années à me comparer défavorablement à Gustavo, louant son sens des affaires et son succès. Maintenant, ils découvriraient ce que c'était que de ressentir une vraie pression financière, gracieuseté d'investissement qui précédait toute la carrière de leur beau-père. Le téléphone sonna de nouveau. Madame Martinez semblait encore plus troublée. Monsieur Fernandez, j'espère que ça ne vous dérange pas que j'appelle si tard, mais il y a eu un développement. Le jeune Julien est revenu au bureau cet après-midi avec une sorte d'ami avocat. Ils essaient de contester l'augmentation de loyer, affirmant qu'il s'agit de représailles. Des représailles contre quoi? Demandai-je. C'est ce que j'ai demandé. Ils n'ont pas pu me donner de réponse directe. L'avocat a semblé réaliser que leur cas était faible et est parti assez rapidement. J'écoutais tandis qu'elle décrivait le chaos, les accusations au visage rouge de Julien, les appels téléphoniques de Valéria suppliant la pitié, la retraite embarrassée de l'avocat quand il a réalisé que les augmentations étaient techniquement légales. Ils sont tous les deux convaincus que quelqu'un leur en veut personnellement, ajouta Madame Martinez. La jeune femme n'arrête pas de demander qui a acheté les propriétés, mais je lui ai dit que cette information est confidentielle. Gardez-la ainsi, ordonnai-je. Après avoir terminé l'appel, je regardai mon téléphone qui commençait à vibrer avec un message entrant. L'écran affichait le nom de Valéria, et je pouvais voir le début de ce qui ressemblait à un texto désespéré. Mon doigt s'arrêta sur le bouton de réponse, la curiosité luttant avec la satisfaction de les laisser mariner dans leur panique.
La vibration persistante du téléphone rompit le silence de l'après-midi. Un message de Valéria clignotait de manière urgente sur l'écran. « Papa, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. C'est très important. » Je posai le téléphone un instant pour me ressaisir, le bourdonnement persistant faisant écho au rapport de l'agente immobilière de la veille. Quel que soit le désespoir qui l'avait poussé à me contacter, je voulais le savourer un moment avant de répondre. 1 heure plus tard, sa voiture s'arrêta devant. Pas la berline élégante d'avant, mais une Honda plus ancienne qui devait appartenir au mari de Valéria. Ils frappèrent frénétiquement, le son aigu et insistant contre ma porte d'entrée. J'ouvris pour les trouver tous les deux sur mon porche, leurs visages gravés d'inquiétude et d'une panique à peine contenue. Les yeux de Valéria étaient rouges, son maquillage avait coulé. La mâchoire de Julien était si serrée que je pouvais voir les muscles trembler. « Papa » commença Valéria, la voix tremblante. « Nous avons de vrais problèmes. Notre loyer vient de tripler du jour au lendemain et nous ne savons pas quoi faire. »« S'il te plaît » ajouta Julien, bien que les mots semblaient lui écorcher la gorge. « Nous avons besoin de ton aide. Juste un prêt jusqu'à ce qu'on puisse régler ça. » Je leur fis signe d'entrer à contre-cœur, croisant les bras tandis qu'ils s'installaient maladroitement sur mon canapé usé. Le même canapé dont ils s'étaient moqués quelques jours plus tôt semblait maintenant un trône de jugement. « Vous voulez de l'argent de moi » demandai-je, ma voix soigneusement neutre. « Papa, s'il te plaît » insista Valéria, les larmes commençant à couler. « Nous sommes désespérés. Le nouveau propriétaire ne veut pas négocier, il ne veut même pas nous dire qui il est. On pourrait perdre nos maisons. Vous m'avez traité de mendiant, avant, répondis-je en secouant lentement la tête. Débrouillez-vous. » La façade de Julien se brisa. « Tu es vraiment un mendiant alors. Très bien, nous irons voir maman et notre beau-père. Eux, ils nous aideront. Eux, ils se soucient vraiment de la famille. » Oui, intervint Valéria, s'essuyant les yeux avec le dos de la main. Gustavo ne nous laisserait jamais souffrir comme ça. Il comprend ce que signifie soutenir les gens qu'on aime. Je me dirigeai vers la fenêtre, regardant la rue où leur voiture empruntée trônait comme un monument à leur situation réduite. L'ironie était délicieuse. Ils étaient si occupés à planifier leur fuite vers Gustavo qu'ils ne voyaient pas le piège se refermer sur eux. Alors, allez voir Gustavo, dis-je simplement. Demandez-lui 3500 € par mois pour Valéria, 1500 € pour Julien, chaque mois. Voyez combien de temps durera sa générosité. Ce n'est pas la question, explosa Julien en se levant d'un bond. Tu es notre père. Tu devrais vouloir nous aider. Vous aider à quoi? À vivre au-dessus de vos moyens, à dépenser de l'argent que vous n'avez pas pour des choses dont vous n'avez pas besoin. On ne dépense pas d'argent qu'on n'a pas, protesta Valéria, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? Je me tournai pour leur faire face. Julien, combien as-tu dépensé le mois dernier au restaurant? Valéria, combien coûtait ce sac à main que tu portais au dîner la semaine dernière? Ils échangèrent des regards et je vis la vérité dans leurs expressions. Ils avaient vécu comme des riches avec des revenus de classe moyenne, subventionnés par la générosité occasionnelle de leur beau-père et leur propre déni. C'est différent, marmonna Julien. Vraiment? Vous vous moquez de ma vie modeste. Vous me traitez de honte. Puis vous accourez ici quand votre style de vie fantaisiste se heurte à la réalité. En parlant, mes yeux tombèrent sur une petite boîte en bois sur ma cheminée. Un projet de bricolage d'enfance que Valéria avait fait à l'école primaire, peint de fleurs vives et des mots « au meilleur papa du monde ». La petite fille innocente qui avait créé ce trésor était devenue cette femme désespérée assise sur mon canapé, trop fière pour admettre ses erreurs, mais pas trop fière pour mendier de l'argent. « Nous sommes désolés pour l'autre soir », dit Valéria à voix basse. « Nous ne voulions pas te blesser. » Mes sentiments? Je faillis rire. Vous pensez qu'il s'agit de sentiments blessés? Alors de quoi s'agit-il? Exigea Julien. De respect, dis-je, quelque chose que vous ne m'avez jamais montré. Ils restèrent assis dans un silence tendu, le poids d'années de cruauté s'installant entre nous comme de la poussière. Finalement, Julien se leva, le visage rouge de colère et d'orgueil blessé. Bien, nous nous en sortirons nous-mêmes. Mais n'espère pas qu'on revienne en rampant quand tu seras vieux et que tu auras besoin d'aide. Je n'y compte pas, répondis-je calmement. Alors que Julien sortait en trombe, son commentaire d'adieu me rappela toutes les fois où j'avais avalé leurs affronts, mais je ne laisserai plus cela définir notre relation. Valéria le suivit,
s'arrêtant sur le seuil pour me regarder avec quelque chose qui aurait pu être du regret. Ce n'est pas fini, papa, dit-elle doucement. Je vis leur voiture disparaître dans la rue, mon esprit tournant déjà vers leur prochain mouvement. Ils iraient voir Patricia et Gustavo maintenant, chapeau bas, implorant un sauvetage. Ils découvriraient bientôt que la générosité de leur beau-père avait des limites et que l'influence de leur mère ne pouvait s'étirer que jusqu'à un certain point. Alors que leur phare se dissolvait dans le crépuscule, un calme lourd s'installa sur la maison, rompu seulement par mes respirations régulières, tandis que je contemplais leur inévitable retour de bâton. J'ai verrouillé la porte avec un soin délibéré et me suis installé dans mon fauteuil. La tension résiduelle de leurs paroles d'adieu crépitait encore dans l'air comme de l'électricité avant un orage. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour voir leur stratégie se déployer. Au cours des jours suivants, les rumeurs ont commencé à circuler dans la petite communauté de la ville comme du poison dans un puits. Doña Carmen, la voisine d'à accent grave côté, l'a mentionné en premier, sa voix soigneusement neutre alors qu'elle s'occupait de son jardin. Quelle tristesse pour tes problèmes de famille, Antonio. J'espère que vous pourrez arranger les choses. Au café de la rue principale, j'ai surpris des bribes de conversation depuis la banquette du coin où Valeria était assise avec son amie Sarah, des mouchoirs froissés à la main. Il nous a complètement coupés, disait-elle, sa voix se brisant avec une précision étudiée. Après tout ce qu'on a fait pour lui, en essayant de l'aider à entendre raison sur ses finances. Les mensonges étaient élégants dans leur simplicité. Il me peignait comme le père cruel qui avait abandonné ses enfants dans le besoin, tandis qu'ils devenaient les victimes de mon indifférence sans cœur. Aucune mention de leur moquerie, de leurs années de dédain, de leur comparaison sans fin avec leur beau-père. L'approche de Julien fut plus directe. Des notes anonymes commencèrent à apparaître dans ma boîte aux lettres. Rien d'assez menaçant pour impliquer la police, mais assez pointu pour que le message soit clair. Ça ne finira pas bien pour toi, lisait-on sur un message dactylographié. La famille, c'est tout, disait un autre. Les appels téléphoniques suivirent. Numéros inconnus. Silence quand je répondais. Puis la voix de Julien, déguisée mais reconnaissable. Tu as fait une erreur, le vieux. On n'oubliera pas ça. J'écoutais calmement, puis raccrochai sans répondre, le laissant fulminer dans le vide. L'enveloppe est arrivée un mardi matin, officielle et épaisse, en tête juridique du cabinet d'avocats Pérez et Associés, livrée par courrier recommandé. Je l'ouvris avec soin, mon café refroidissant tandis que je lisais le contenu. Avis d'intention de poursuivre pour dommages émotionnels et abandon des devoirs parentaux. La signature de Patricia s'étalait en bas, à côté de celle de mes enfants. Ils alléguaient que je leur avais causé un grave traumatisme émotionnel par mon retrait soudain et inexpliqué de soutien. Ils exigeaient une compensation pour leur souffrance et ma reprise immédiate de l'aide financière. Tandis que les accusations se déversaient sur la page, les souvenirs de leurs loyautés enfantines se fracturant pendant le divorce refirent surface, durcissant ma position contre cette dernière manœuvre. Je me souvins de Julien, 13 ans, demandant s'il pouvait changer son nom de famille pour celui de son beau-père, et de Valeria, 15 ans, refusant de me rendre visite parce que mon appartement était trop déprimant. Je pris mon téléphone et appelai le seul avocat de la ville en qui j'avais confiance, Francisco Martinez, le frère de l'agente immobilière, qui avait géré mes achats de propriété avec discrétion. Antonio, que puis-je faire pour toi? J'ai besoin de conseils sur un procès abusif. Mon ex-femme et mes enfants invoquent des dommages émotionnels. Le rire de Francisco fut sec. Laisse-moi deviner. Ils veulent de l'argent? Ils veulent que je reprenne un soutien financier que je ne leur ai jamais légalement dû en premier lieu. Apporte-moi les papiers. Ça ressemble à du harcèlement pur et simple. J'ai décidé de me vider la tête en allant en ville. À l'épicerie, je chargeais des sacs dans ma vieille voiture quand Thomas, une connaissance, s'est approché, son expression mal à l'aise. Salut, Antonio. Écoute, je déteste mentionner ça, mais les gens parlent de toi et de tes enfants. Que disent-ils, Thomas? Qu'il les a mis à la porte de leur maison? Que tu es vengeur parce qu'ils réussissent et que tu es. Eh bien. Un raté, terminate-t-il. C'est ça qu'ils disent. Le visage de Thomas devint rouge. Je te dis juste ce qui se dit. Peut-être que tu devrais leur parler. Arrange-toi une chose, Thomas, dis-je, fermant mon coffre avec un calme délibéré. Parfois, la vérité n'est pas ce que les gens veulent entendre. Ce soir-là, Francisco appela avec une nouvelle qui changea tout. J'ai fait quelques recherches sur ton fils, Julien.
Il y a quelques vulnérabilités intéressantes dans son historique professionnel qui pourraient être pertinentes pour ton cas. Quel genre de vulnérabilité? Le genre qui fait disparaître les procès rapidement. Je t'enverrai les détails, mais je pense que tu devrais consulter un détective privé. J'en connais un de discret. Il me donna un nom et un numéro. Détective Ramirez, retraité de la police, travaillant maintenant sur des cas privés. Je tins la carte dans ma paume, sentant ses bords tranchants tandis que je considérais les implications. Mes enfants avaient choisi d'escalader ce conflit, traînant notre drame familial devant les tribunaux et la communauté. Il était peut-être temps de riposter de la même manière. Les mots de l'avocat résonnaient encore à mes oreilles. Je n'hésitais pas, composant le numéro du détective alors que le crépuscule s'épaississait à l'extérieur de ma fenêtre. Je préparais du thé pour calmer mes nerfs après l'appel de Francisco, la résolution tenace contre les assauts de ma famille se solidifiant en quelque chose de plus dur, de plus concentré. Enquête Ramirez, entendis-je la voix grave. Monsieur Ramirez, Francisco Martinez m'a référé. J'ai besoin que vous enquêtiez discrètement sur quelqu'un. Je peux vous rencontrer demain après-midi au parc principal près du vieux kiosque à 19h. L'après-midi suivant, je me rendis à la périphérie de la ville sous le couvert d'une brume précoce. Le détective Ramirez était exactement ce à quoi je m'attendais, visage buriné, yeux attentifs. Le genre d'homme qui avait passé des décennies à lire les secrets des gens. Que cherchons-nous? Demanda-t-il en s'asseyant sur le banc du parc à côté de moi. Mon fils, Julian, travaille pour State Insurance. Je soupçonne qu'il prend des raccourcis, peut-être en gonflant les notes de frais, en falsifiant les rapports. Son caractère suggère qu'il prendrait des raccourcis s'il pensait pouvoir s'en tirer. Ramirez hocha la tête, sortant un petit carnet. Jusqu'où voulez-vous que je creuse? Assez profondément pour trouver la vérité. Ni plus, ni moins. 2 semaines plus tard, le rapport du détective arriva dans une simple enveloppe Kraft. J'étalai le contenu sur ma table de cuisine, examinant chaque document avec un soin méticuleux. Le dossier d'emploi de Julian dépeignait une image de malhonnêteté croissante, rapport de kilométrage fabriqué, reçu de dîner avec des clients gonflés, et même quelques cas de réclamation d'heures supplémentaires pour des heures jamais travaillées. Les preuves le confirmaient. En parcourant le dossier du détective, des images des raccourcis de Julian tout au long de sa vie de sauter les corvées quand il était enfant à ses tromperies professionnelles solidifièrent ma marche à suivre. Le reçu d'un prétendu dîner avec un client dans un restaurant qui était fermé pour rénovation me rappela Julian à 16 ans, affirmant qu'il avait dépensé son argent de poche en fournitures scolaires alors que j'avais plus tard trouvé des reçus de jeux vidéo dans son sac à dos. J'hésitais peut-être 30 secondes, me souvenant du garçon qui m'avait autrefois aidé à laver ma voiture pour de l'argent de poche. Puis je me souvins de sa voix au téléphone. Ça ne finira pas bien pour toi, le vieux. J'écrivis l'email anonyme avec soin, joignant des copies scannées des preuves. Votre employé, Julian Fernandez, a systématiquement fraudé votre entreprise. Documentation ci-jointe. Un citoyen concerné. Le message fut envoyé avec un doux son électronique. Je scellai des copies supplémentaires dans une enveloppe adressée au siège social de State Insurance, ajoutant une lettre de motivation détaillant le schéma de fraude. Mes mains étaient gantées, vieilles habitudes d'années d'investissement prudent où l'anonymat comptait parfois. En une semaine, la nouvelle se répandit à travers le réseau de commérage de la ville. Julian avait été licencié de State Insurance, avec effet immédiat. La raison officielle était une violation des politiques de l'entreprise, mais les rumeurs étaient plus colorées. Ils ont découvert qu'il volait, murmura Donia Carmen par-dessus sa clôture. Ils l'ont pris la main dans le sac avec de faux reçus. J'écoutais leur théorie avec la même expression neutre que j'avais utilisée pendant 40 ans de réunions de famille. Quand elle me demanda ce que j'en pensais, je dis simplement, les actions ont des conséquences. Un jour plus tard, je tombais sur une publication sur les réseaux sociaux d'une des amies de Valeria. Prière pour la famille Fernandez pendant cette période difficile. Parfois, la vie vous frappe de tous les côtés. Je notais le désespoir croissant de Valeria à travers ce fragment, mes pensées dérivant vers ses vulnérabilités. Elle avait toujours été la plus émotive de mes enfants, la plus prompte à craquer sous la pression. La perte d'emploi de Julian la terrifierait, la faisant se demander si elle était la suivante. La question était, quel secret cachait-elle? Je fermai mon ordinateur portable et me dirigeai vers ma fenêtre, regardant le ciel s'assombrir sur les montagnes. La phase 2 de mon programme éducatif était terminée. Il serait bientôt temps de commencer la phase 3.
Le fragment sur les publications frénétiques de Valéria persistait dans mon esprit alors que j'allumais l'ordinateur, les doigts prêts sur les touches pour faire pencher la balance encore plus. Les réflexions de l'après-midi sur la chute de Julien avaient déplacé mon attention vers Valéria, et la lueur persistante de mon écran reflétait ma résolution croissante. Si Julien était la force brute de leur partenariat, Valéria était la manipulatrice subtile, ce qui signifiait que sa chute nécessitait une approche différente. Je sortis le deuxième rapport du détective, celui que j'avais commandé spécifiquement sur les pratiques immobilières de Valéria. Le détective Ramirez avait été minutieux, documentant un schéma de tromperie de clients qui ferait frémir n'importe quel agent immobilier éthique. Évaluation de propriété gonflée de 20%. Fissures dans les fondations dissimulées par un placement stratégique de meubles. Dégâts des eaux cachés derrière une peinture fraîche et une mise en scène créative. Les preuves étaient accablantes, rapports d'inspection falsifiés, historiques de propriété modifiés, et même des témoignages de clients qui avaient découvert des problèmes des mois après la clôture. Un couple de personnes âgées avait acheté une maison avec un toit endommagé que Valéria leur avait assuré être récemment rénové. Les coûts de réparation avaient anéanti leurs économies. Publié. Je téléchargeais les fichiers sur 3 sites d'avis anonymes, chaque publication soigneusement conçue pour paraître organique. Un citoyen concerné partageant des preuves documentées de fraude. Les forums acceptèrent les soumissions instantanément, mon adresse IP masquée par des couches de cryptage que Ramirez m'avait aidé à mettre en place. Ensuite, je compilais les adresses email des dossiers clients de Valéria, envoyant à chaque personne un message soigneusement rédigé. Vous voudrez peut-être enquêter sur les pratiques de votre agente immobilière. Documentation ci-jointe. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Aucun commentaire éditorial n'était nécessaire. En quelques heures, les réactions affluèrent. La communauté immobilière de la ville était petite, et les nouvelles voyageaient vite. Mon téléphone vibra avec des notifications d'urgence de sites d'information locaux reprenant l'histoire. Je mis un chapeau et conduisis de l'autre côté de la ville, incognito, me garant devant le bureau de Valéria, d'où je pouvais observer le chaos de première main. À travers la fenêtre, je la vis marcher frénétiquement, son téléphone pressé contre son oreille. Non, Madame Pérez, je peux vous expliquer. Oui, je comprends que vous soyez contrarié, mais... L'appel se termina brusquement. Je pouvais voir ses épaules trembler. Un autre client fit irruption dans le bureau, sa voix traversant la vitre. Vous avez ruiné mon investissement. Cette fondation que vous aviez juré être solide se fissure en deux. Les tentatives de Valéria pour contrôler les dégâts n'ont fait qu'empirer les choses. Ses publications sur les réseaux sociaux, défendant ses pratiques, semblaient défensives et vides. Ce sont des accusations sans fondement de sources anonymes, écrivit-elle. J'ai toujours agi avec intégrité. La section des commentaires explosa avec des réfutations de clients vérifiés, chacun partageant ses propres histoires d'horreur. Alors que le premier avis d'un client devenait viral dans notre petite ville, j'imaginais le visage de Valéria se crisper comme le mien l'avait fait pendant ses moqueries sans fin. Une justice silencieuse prenant enfin forme. Lors de la réunion hebdomadaire de la ville, je m'assis au dernier rang tandis que des propriétaires en colère partageaient leurs histoires. Le maire demanda une enquête sur les pratiques immobilières locales. Le conseil de licence de l'État avait déjà reçu des plaintes formelles. En une semaine, le bureau de Valéria était vide. Le panneau, alloué, à la fenêtre racontait l'histoire mieux que n'importe quel article de journal. Ce soir-là, je me suis retrouvé à marcher dans les rues calmes de la ville, respirant l'air frais de la montagne. Le travail du détective avait été précis et dévastateur. La réputation de Valéria était détruite. Sa carrière terminée. Tout comme Julien, elle avait appris que les actions avaient vraiment des conséquences. En tournant dans ma rue, j'ai remarqué une pile de courriers qui attendait dans ma boîte aux lettres. Factures, publicité, et quelque chose qui m'a fait m'arrêter. Une enveloppe officielle avec le sceau du tribunal du comté. À l'intérieur, un avis de déclaration de faillite avec un nom familier, Julien Antonio Fernandez. Mes yeux se plissèrent devant l'avis du tribunal, calculant le temps. L'audience était prévue pour vendredi prochain. Mes 2 enfants seraient là, désespérés et acculés. Ce serait la scène parfaite pour l'acte final de mon programme éducatif. L'avis de faillite me fixait depuis l'enveloppe, son écriture formelle me poussant vers la phase suivante alors que je me préparais à l'inévitable confrontation au tribunal. Je mis de côté les mises à jour sur Valéria pour aborder ce nouveau développement, le fil commun de l'effondrement financier de mes enfants tissant le tout avec une précision poétique.
Je rassemblai mes dossiers et me rendis au palais de justice sous un ciel gris, arrivant tôt pour observer les procédures depuis le dernier rang. Le palais de justice du comté sentait le vieux bois et des décennies de drames juridiques, ses hauts plafonds faisant écho à des conversations chuchotées. Julien était assis à la table du pétitionnaire, son avocat brassant des papiers avec l'air résigné de quelqu'un gérant une perte inévitable. Ses doigts tapotaient nerveusement contre le bois, et je pouvais voir la sueur sur son front malgré l'air frais du matin. Valéria était venue le soutenir, sa présence témoignant de leur alliance continue contre le monde. Elle n'arrêtait pas de regarder anxieusement autour de la salle, comme si elle s'attendait à ce que d'autres mauvaises nouvelles surgissent de l'ombre. La juge, une femme sévère d'une 50aine d'années, examina la demande de faillite avec une efficacité exercée. Monsieur Fernandez, vous déclarez une dette dépassant 140 000 € avec des actifs de moins de 28 000 €. Oui, votre honneur, répondit Julien, sa voix à peine plus qu'un murmure. Et votre principal créancier est répertorié comme un propriétaire inconnu pour un loyer impayé. C'était mon moment. Je me levai de mon siège, document en main, sentant le poids de décennies se soulever à chaque pas vers l'avant de la salle d'audience. Votre honneur, puis-je clarifier cette question? La salle devint silencieuse. La tête de Julien pivota brusquement, ses yeux s'écarquillant alors que la reconnaissance se faisait jour. Je suis le propriétaire que vous avez maudit, annonçai-je, ma voix portant clairement à travers le silence soudain. Et mes comptes contiennent 37 millions d'euros. Des halètements ondulèrent dans la salle d'audience. La bouche de Julien s'ouvrit et se ferma comme un poisson cherchant de l'air. Ce n'est pas possible, balbutia-t-il, se levant à moitié de sa chaise. Je remis au greffier du tribunal mes actes de propriété, mes relevés bancaires et mes papiers d'expulsion. Je suis propriétaire des 2 propriétés où vivent mes enfants. Compte tenu de leur harcèlement et de leurs menaces continues, j'entame une procédure d'expulsion immédiate. La juge examina les documents, les sourcils haussés. Monsieur Fernandez, le père, ceci semble être en ordre. La déclaration de faillite devient sans objet si vous êtes le principal créancier. Papa. La voix de Valéria claqua comme un fouet. Tu ne peux pas nous faire ça. En remettant les preuves, je sentis le poids des décennies se soulever, chaque chiffre sur le relevé de compte témoignant de la patience qui portait maintenant ce coup irréversible. Le marteau de la juge tomba avec une finalité tranchante. Requête rejetée. Expulsion immédiate accordée. La séance est levée. La salle d'audience éclata en murmures et en bruissements de papier. Julien resta assis, figé, fixant les relevés bancaires qui montraient plus d'argent que son père mendiant n'aurait jamais pu en posséder, selon lui. 37 millions, murmura-t-il. Tu avais 37 millions et tu nous as laissé nous moquer de toi, t'humilier, te traiter de raté. Oui, je l'ai fait, terminai-je. Je voulais voir qui vous étiez vraiment. Valéria pleurait maintenant, son maquillage soigneusement appliqué coulant sur ses joues. Nous sommes tes enfants. Comment as-tu pu faire ça à ton propre sang? Je vous ai donné toutes les chances de montrer du respect, de prouver le caractère qui aurait fait de vous des héritiers dignes. Au lieu de cela, vous avez choisi la cruauté. L'huissier s'approcha avec l'avis d'expulsion officielle. Vous avez 72 heures pour quitter les lieux. Alors que je me dirigeais vers la sortie du palais de justice, j'entendis des pas derrière moi. Mes enfants me suivaient, leur confiance antérieure remplacée par des supplications désespérées, mais je continuais à marcher, le dos droit, mon esprit tournant déjà vers la satisfaction tranquille de la justice enfin rendue. Leurs voix s'estompèrent alors que je poussais les lourdes portes du palais de justice, sortant dans l'après-midi montagnard où l'air n'avait jamais été aussi doux. Leurs ombres s'allongeaient sur la pierre du palais de justice alors qu'ils se précipitaient vers moi, leurs visages gravés d'un mélange de peur et de remords fins que j'avais longtemps anticipé. Je boutonnais mon manteau contre le vent froid qui portait leurs urgences chuchotées, la tension non résolue de la salle d'audience persistant dans ma posture alors que je me préparais à ce que je savais être leur tactique finale. « Papa, attends !» cria Valéria, ses talons claquant frénétiquement sur le trottoir. « S'il te plaît, nous devons parler. » Je m'arrêtai sur les marches du palais de justice, les regardant s'approcher avec le désespoir de nageurs en train de se noyer, tendant la main vers une bouée de sauvetage. Leur arrogance antérieure s'était effondrée, remplacée par la panique brute de personnes qui avaient enfin saisi l'ampleur de leurs erreurs. Julien m'atteignit le premier, son visage pâle et hagard. « Papa, nous sommes tellement désolés. Nous ne savions pas, vous n'avez jamais réalisé que j'avais 37 millions d'euros, terminai-je calmement. Non, vous ne le saviez pas,
parce que vous étiez trop occupé à vous moquer de moi pour le remarquer. Sans avertissement, ils tombèrent tous les deux à genoux sur les marches du palais de justice, leurs vêtements coûteux raclant contre la pierre rugueuse. Le spectacle public attira les regards des passants, mais ils ne se souciaient plus des apparences maintenant. « S'il te plaît, pardonne-nous, » sanglota Valéria, son mascara coulant sur ses joues. « Nous changerons, nous le promettons. Nous serons de meilleurs enfants. » La voix de Julien se brisa tandis qu'il parlait. Nous avions tort, surtout. La voiture, la maison, la façon dont nous te parlions. Nous t'en supplions, ne nous fais pas ça. Ils s'agenouillèrent devant moi, invoquant des souvenirs d'enfance avec un désespoir calculé. Valéria sortit un petit cœur en bois que j'avais sculpté pour elle à l'école primaire, le tenant comme une offrande de paix. Tu te souviens quand tu as fait ça pour moi? Tu as dit que ça nous garderait toujours connectés. Nous sommes toujours tes enfants, papa. Nous sommes toujours une famille. En les voyant chercher des mots qui m'avaient autrefois profondément blessé, je sentis les chaînes de l'obligation se dissoudre, remplacées par une liberté gagnée grâce à des années de force invisible. Le cœur dans la main de Valéria me rappelait tous les sacrifices qu'ils avaient rejetés, tout l'amour qu'ils avaient refusé en faveur des offres plus tape à accent grave-l'œil de leur beau-père. Il est trop tard pour ça, dis-je fermement, reculant devant leurs mains agrippantes. Vous avez montré vos vraies couleurs. L'argent ne change pas qui vous êtes. Mais nous paierons le loyer, supplia Julien. Nous trouverons des emplois, nous ferons. Non, plus jamais. Je m'éloignai d'eux, leurs supplications s'estompant comme un tonnerre lointain alors que je me dirigeais vers ma voiture. Je rentrai par des rues familières, leur voix désespérée faisant écho dans ma mémoire. Le temps que j'arrive chez moi, le processus d'expulsion était déjà en cours. Mon téléphone vibra avec des mises à jour de la société de gestion immobilière. Les 2 propriétés sont en cours de sécurisation, informa Madame Martinez. Les locataires ont 72 heures pour retirer leurs biens. Au cours des 3 jours suivants, j'observais de loin la vie de mes enfants s'effondrer complètement. Le chômage de Julien le laissa se démener pour n'importe quel travail qu'il pouvait trouver, mais sa réputation le précédait. La licence immobilière de Valéria fut suspendue en attendant une enquête, ses anciens clients intentant des poursuites pour fraude et fausses déclarations. Les agents d'expulsion arrivèrent précisément à l'heure. Par des intermédiaires, j'entendis parler de leur emballage frénétique, les voisins se rassemblant pour assister au spectacle. Le camion de déménagement rempli de meubles qu'ils devraient vendre pour payer un logement temporaire. Leurs voitures de luxe furent les premières à partir, saisies lorsqu'ils ne purent effectuer les paiements. Vêtements de marque, appareils électroniques coûteux, tous les symboles de statut qu'ils avaient autrefois affichés, furent sacrifiés aux prêteurs sur gage et aux ventes en ligne. Julien a fini dans un motel miteux à la semaine en périphérie de la ville, sa fierté finalement brisée. Valéria a squatté les canapés de ses amis, chaque séjour devenant plus court à mesure que son accueil s'épuisait. Le téléphone sonna un soir alors que je lisais dans mon fauteuil. La voix de Patricia était tendue, avec une rage à peine contenue. « Tu les as détruits, Antonio. Es-tu satisfait maintenant ?»« Je ne les ai pas détruits, » répondis-je calmement. « J'ai simplement cessé de permettre leur autodestruction. Ce sont tes enfants. Ils ont cessé d'être mes enfants au moment où ils ont choisi le mépris plutôt que l'amour. Au moment où ils ont décidé que Gustavo avait plus de valeur que l'homme qui les a vraiment élevés. » Elle raccrocha sans un mot de plus. L'appel de confirmation de l'expulsion arriva le lendemain matin, la voix de l'agent nette et professionnelle. Les 2 propriétés sont maintenant vacantes et disponibles à la location. Quelles sont vos instructions? Je posai le téléphone et me dirigeai vers mon bureau, où mes portefeuilles d'actions brillaient sur l'écran de l'ordinateur. Les chiffres représentaient plus que de l'argent maintenant. Ils représentaient la liberté, la possibilité, une chance de construire quelque chose de nouveau sur les cendres de ce qui avait été. La voix de l'agent d'expulsion encore fraîche dans mon oreille, je me tournai vers l'écran lumineux, prêt à remodeler les vestiges de mon ancienne vie en quelque chose de libre. Je rangeai le téléphone après l'appel et m'installai à mon bureau. Ancré par le sentiment frais de finalité des supplications de mes enfants, qui résonnaient encore dans ma mémoire, j'ouvris mon application d'investissement et commençai le processus systématique de liquidation. Pas tout. J'avais trop appris sur le pouvoir des intérêts composés pour l'abandonner complètement, mais assez pour financer le prochain chapitre de ma vie. Monsieur Fernandez, la voix de mon courtier était professionnellement chaleureuse quand j'ai appelé. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je veux vendre 30% de mon portefeuille.
des actions de premier ordre diversifiées dans plusieurs secteurs. J'ai besoin des fonds liquides d'ici une semaine. C'est une somme assez substantielle. Puis-je vous demander ce que vous prévoyez? Une nouvelle vie, dis-je simplement. Vendu. Les transferts furent effectués avec une efficacité numérique, des millions affluant sur mes comptes comme de l'eau trouvant son niveau. Je mis en location les 2 propriétés avec de nouvelles sociétés de gestion, sélectionnant des locataires potentiels qui apprécieraient vraiment ce qu'ils obtenaient. Le revenu locatif mensuel fournirait un flux constant sans le fardeau émotionnel de l'occupation de mes enfants. Ma propre maison nécessitait une mise en scène minimale. Je l'avais maintenue propre et fonctionnelle pendant si longtemps qu'elle se présentait magnifiquement aux acheteurs potentiels. La première offre est arrivée en une semaine, une jeune famille avec des enfants qui voyaient le potentiel de la maison plutôt que ses aménagements modestes. Ce soir-là, je naviguais sur des propriétés en bord de mer en ligne, l'écran illuminant des possibilités que je ne m'étais jamais permis d'imaginer. La côte m'appelait avec sa promesse de renouveau, sa distance de tout ce qui avait défini ma vie antérieure. Je suis monté dans l'avion avec des bagages légers, regardant mon ancienne ville rétrécir en dessous de moi alors que nous montions dans le ciel. La ville côtière m'a accueilli avec un air salin et des horizons infinis, un contraste frappant avec les vallées encaissées des montagnes. La maison que j'ai achetée était perchée sur une falaise surplombant le Pacifique, ses fenêtres encadrant des couchers de soleil qui peignaient le ciel de couleurs que j'avais oubliées. L'agente immobilière, une femme nommée Margarita, aux yeux doux et aux cheveux argentés, a géré la clôture avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà vu des rêves se réaliser. « Vous avez choisi un endroit merveilleux », dit-elle en me remettant les clés. La communauté ici est très accueillante. Et elle avait raison. Lors de la série de conférences du soir au centre communautaire local, j'ai rencontré Léonore, une veuve qui avait déménagé sur la côte après la mort de son mari 3 ans plus tôt. Nous avons engagé la conversation sur les livres, puis les promenades sur la plage, puis les dîners avec vue sur l'eau. J'ai élevé 3 fils, m'a-t-elle dit un soir alors que nous regardions les vagues déferler sous ma terrasse. Ils viennent 2 fois par an, obéissants, mais distants. J'ai appris que la famille n'est pas toujours une question de sang. C'est quoi alors, demandai-je. Le respect, la gentillesse, le choix de voir la valeur de quelqu'un au-delà de ce qu'il peut fournir. Debout sur la terrasse avec elle à mes côtés, je m'émerveillais de la façon dont l'immensité de l'océan reflétait l'expansion des possibilités débloquées en tenant tête à ceux qui m'avaient autrefois diminué. Les leçons de mes débuts en investissement, patience, persistance, le pouvoir de la croissance composé après le divorce s'était appliqué à plus que de l'argent. Nous marchions sur la plage la plupart des soirs, nos conversations coulant aussi facilement que la marée. Elle avait été enseignante. Elle comprenait la satisfaction de nourrir quelque chose de valable. Je me suis surpris à partager des histoires de mon parcours d'investissement, les années d'accumulation prudente qui avaient conduit à ce moment de liberté. Tu sais, dit Léonore un soir de coucher de soleil. Je pense que tu as investi en toi-même tout ce temps. L'argent n'était que le véhicule. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Probablement un de mes enfants essayant une nouvelle approche. Je le regardais, puis le supprimais sans le lire, mon attention revenant à l'horizon où attendaient les possibilités de demain. Les vagues déferlaient à leur rythme éternel, et je réalisais que j'avais enfin trouvé ce dans quoi j'avais investi toutes ces années, non seulement la sécurité financière, mais le respect de soi pour m'éloigner de la toxicité et la sagesse de reconnaître une connexion authentique quand elle se présentait. Alors que le soleil plongeait sous le Pacifique, peignant le ciel de teintes d'or et de pourpre, je ressentis une satisfaction que je n'aurais jamais cru possible. L'avenir s'étendait devant moi, libre des attentes d'enfants ingrats ou des fantômes des déceptions passées. J'étais libre. Si vous avez aimé cette histoire, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.